Comme nous, vous êtes accro à Netflix, vous vibrez au son du Toudoum, mais vous ne savez pas toujours quoi regarder? Pas de panique, Télé Loisirs fait le tri et promet d'être votre phare dans la nuit. Bonjour à tous et merci d'écouter Toudoum, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à Netflix. Je suis Laurence Gallois et pour ce nouvel épisode, on va parler des grandes heures d'Hollywood à l'occasion de la sortie de Manque, le nouveau film de David Fincher. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marc Carlin, qui passe une grande partie de sa vie dans les salles obscures, enfin bon ça, c'est quand elles sont ouvertes, mais qui a aussi adopté Netflix, car non, ce n'est pas incompatible. Salut Marc. Salut Laurence. Ouais, j'ai très hâte que les salles de cinéma rouvrent, j'espère que tout va bien se passer. Mais d'ici là, on a un petit film sur Netflix qui est pas mal là aujourd'hui. Exactement, et on va en parler. Et en fin d'émission, on recevra l'actrice Blandine Bellavoir, que l'on adorait dans le rôle de la journaliste Alice Avril dans la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. Elle nous dévoilera l'un de ses coups de cœur sur Netflix. Mais d'abord, direction Hollywood et les années 1940. Avec son nouveau film Manque, qui sort le 4 décembre sur Netflix, David Fincher, le réalisateur de Seven, Fight Club ou encore Gone Girl, nous entraîne dans l'âge d'or d'Hollywood. Dans ce film, Gary Oldman incarne Manque, de son nom complet Herman J. Mankiewicz. Marc, j'espère que je le dis bien. C'est bien. Un scénariste en vue que l'on découvre lorsqu'il est sur le point d'écrire ce qui est considéré encore aujourd'hui comme un chef-d'œuvre, Citizen Kane, le film d'Orson Welles. Et on le suit donc dans l'élaboration du scénario du film, mais aussi dans les méandres d'Hollywood, qui n'est clairement pas le pays des bisounours. Manque, c'est Orson Welles. Je me doute que c'est toi. J'ai supporté ton alcoolisme suicidaire, ton attachement pour les jeux d'argent, tes amourettes platoniques. Alors, un film sur un scénariste, en noir et blanc, sur le papier, ça fait quand même très film pour cinéphiles, tout ça. Marc, est-ce qu'on peut regarder avec plaisir Manque quand on n'est pas un expert en cinéma et qu'on n'aurait jamais vu Citizen Kane, par exemple ? Oui, je vais rassurer tout de suite nos auditeurs à qui le résumé aurait pu faire craindre un film un peu froid, un peu hermétique. C'est pas le cas. D'abord, c'est un projet très personnel pour David Fincher, puisqu'il adapte un scénario qui a été écrit par son père, qui a été journaliste et écrivain, mais qui n'a jamais réussi en fait à vendre de scénario à Hollywood. Et c'est un film que Fincher a mis plusieurs années à concrétiser, et ça on peut le comprendre aisément quand on voit le projet en fait. C'est un film en noir et blanc, comme tu l'as dit, sur un scénariste dans les années 40. C'est pas forcément quelque chose qui est très facile à vendre aujourd'hui aux studios hollywoodiens. Malgré ça, Manque, c'est pas un film austère. Le personnage de Mankiewicz, qui est incarné par un Gary Oldman qui est absolument magistral, fait preuve d'un humour un peu désabusé comme ça et assez savoureux. Donc le personnage de Manque, c'est un iconoclaste. Il ne se conforme pas aux diktats des studios. C'est aussi un alcoolique notoire. Et du coup, le film commence avec Manque une jambe dans le plâtre à cause d'un accident de voiture, je crois. Et prise en charge par une attendante qui, en gros, son job, c'est de l'éloigner le plus possible de toute bouteille. Mission impossible. Voilà, si possible. Plus pratique parce que du coup, comme il a une jambe dans le plâtre, forcément, c'est plus facile de le contrôler. Et il est aussi assisté d'une jeune dactylo qui est chargée de retranscrire en fait ses fulgurances. Et d'ailleurs, il va nouer une jolie relation dans le film avec cette jeune femme, relation totalement platonique, mais assez jolie. Malgré le sujet, malgré le noir et blanc, est-ce que David Fincher a réussi à trouver des astuces pour que ça reste un film quand même grand public ? Oui, complètement. Alors en fait, c'est un film qui est assez enlevé, en fait, finalement assez léger. On s'ennuie pas, pour peu qu'on se laisse porter par l'ambiance un peu rétro. Voilà. Et sur ce point-là, Fincher, il a fait le job. La photographie est absolument magnifique. Vous serez sans doute surpris par le son. Alors le son, faut en parler. N'essayez pas de régler votre téléviseur ou votre ordinateur quand vous regardez le film. Le son est en mono et en fait c'est voulu par Fincher pour qu'on s'immerge encore plus dans l'époque en fait quoi. Et Fincher a poussé le fétichisme cinéphile jusqu'à réintroduire ce qu'on appelle les brûlures de cigarettes. Alors les brûlures de cigarettes, ce sont ces fameuses petites taches noires qui apparaissaient généralement en haut et à droite de l'écran, pour indiquer au projectionniste le moment où il devait changer de bobine. C'est quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, évidemment, puisque tout est numérique. Et donc, il l'a réintroduit dans son film. Donc, de temps en temps, vous verrez une petite tache comme ça arriver. Pareil, c'est pas un problème de votre ordinateur ou du film, c'est normal. C'est bon à savoir. Voilà. Et puis, l'autre grand intérêt de Manque, outre ce côté un peu rétro, qui pourrait être un petit peu gadget, c'est que c'est une plongée vraiment dans le Hollywood de l'époque. Les Hollywood des grands studios des années 40, 30-40. Les réseaux d'influence, les coups bas, les manipulations,
La place réservée aux actrices aussi, qui n'étaient pas vraiment reluisantes, on peut dire. Au mieux, elles étaient objectifiées, au pire, elles étaient complètement instrumentalisées. Et voilà, donc comme tu l'as dit, c'est pas les bisounours, mais c'est passionnant, et notamment sur les relations entre les patrons des grands studios et les hommes politiques. Voilà, il y a toute une partie du film qui est très politique et qui est très intéressante. Et j'ai envie de dire que même si on s'intéresse pas particulièrement à cette époque, Manque, c'est un film qui peut nous toucher quand même, parce que comme il avait fait avec The Social Network, qui racontait la vie de Mark Zuckerberg, Fincher, il s'attache avant tout à des destins, en fait, des destins hors normes, et aussi tous les gens qui gravitent autour. Et en fait, tout ça, c'est très très universel finalement. C'est voilà, c'est l'amour et en même temps les regrets et en même temps les coups bas. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est fondamentalement humain et très universel. Donc il faut se laisser porter par l'histoire, par le personnage, par la mise en scène, l'ambiance, le rétro et un Gary Oldman absolument fantastique dans le rôle. Exactement. Et je voudrais signaler la performance de Amanda Seyfried, qui joue une actrice des années 30 qui s'appelait Marion Davis. Et pareil, elle est absolument extraordinaire dans le film. Donc aussi de très bons acteurs. Ouais. Alors c'est pas la première fois que David Fincher collabore avec Netflix, puisqu'il a produit et réalisé en partie la série Mindhunter. Mais si on veut rester dans l'ambiance vraiment Hollywood, qu'est-ce que tu nous conseilles de regarder d'autre sur Netflix, Marc ? Alors en fait on voit assez peu Orson Welles dans Manque finalement. Hein. C'est voilà, on le voit quelques scènes, mais certains spectateurs vont peut-être rester un peu sur leur faim à ce niveau-là. Et du coup sur Netflix vous pouvez découvrir un de ses films inachevés qui s'appelle De l'autre côté du vent. Alors, c'est un film que Orson Welles a tourné par petits bouts, en fait, entre 1970 et 1976. Et surtout, c'est un film qui a été invisible pendant des décennies. En fait, les droits étaient bloqués pour des histoires un peu d'imbroglio, voilà, sur lesquels on va passer. Et puis finalement, l'acteur et réalisateur Peter Bogdanovich, qui joue d'ailleurs un des deux rôles principaux de ce film, a repris le projet en main. Il dit d'ailleurs que c'est Welles qui lui avait demandé de finir le film peu de temps avant sa mort. Et Netflix est venu sur ce projet pour en gros mettre l'argent qui manquait pour que le film soit enfin fini. Et du coup, ils ont eu l'exclusivité du projet. Donc De l'autre côté du vent, c'est l'histoire d'une ancienne gloire d'Hollywood, un ancien réalisateur qui organise une fête pour ses 70 ans et qui invite tout le gratin des jeunes cinéastes du moment. Et en fait, il leur annonce qu'il veut se mesurer à eux en réalisant son ultime film qui va être évidemment le chef-d'œuvre ultime. Évidemment, pour Orson Welles, c'est très autobiographique, même s'il s'en défend, mais on voit vraiment quand même ce qu'il a intéressé dans ce projet. Donc c'est une mise en abîme en fait sur le cinéma. Il y a des scènes assez passionnantes, assez belles. C'est aussi un film un peu bancal du fait de sa production chaotique, comme je vous expliquais. Ça a été tourné par petits bouts. Et en tout cas, c'est un film à voir si on aime un certain cinéma hollywoodien qui était encore un cinéma d'auteur, tout en étant un cinéma spectaculaire, on va dire. Et puis bien sûr, si on veut mieux comprendre la trajectoire d'Orson Welles. Et c'est vrai que c'est un projet un peu surprenant. On ne s'attend pas forcément à trouver ce genre de choses sur Netflix. C'est peut-être aussi pour compenser le fait que pour l'instant, il n'y a pas encore de grands classiques du cinéma comme Citizen Kane par exemple ou Casablanca, des films comme ça pour l'instant sur la plateforme. Oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a assez peu de classiques sur Netflix. Mais il y a quand même, par exemple, Curtis, qui est le film sur le tournage de Casablanca. Quiet, please. Camera rolling. And action. Curtis comme Michael Curtis, qui était donc le réalisateur de ce classique avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. Et en fait, le film est intéressant pour deux aspects. D'abord, c'est l'évocation de la vie de Michael Curtis, qui est un cinéaste hongrois exilé aux États-Unis et qui est en fait un homme quand même montré comme assez colérique et assez rigide. Et puis de l'autre côté, c'est la façon dont les studios façonnaient les films selon un certain code moral et politique. Et ça, c'est très prégnant dans le film. On demandait notamment au producteur de Casablanca de faire un film plus léger parce que au moment où il a été réalisé, on se retrouve en 1941 et c'est juste le moment où l'Amérique vient d'entrer dans la Seconde Guerre mondiale après l'attaque de Pearl Harbor. Et donc on fait pression en fait sur Michael Curtis pour qu'il fasse un film plus léger. Évidemment, une pression à laquelle il va résister. Donc c'est un film assez intéressant. Et pour revenir sur le film d'Orson Welles, il y a aussi un documentaire qui s'appelle Ils m'aimeront quand je serai mort. Qui est un making-of, on va dire, de ce film inachevé. Et qui, pareil, très intéressant sur la vie d'Orson Welles. Et c'est pas un portrait forcément hagiographique, donc on voit aussi qu'il était un peu manipulateur, un peu avec un ego surdimensionné, comme beaucoup de réalisateurs.
Voilà, c'est pas un personnage lisse, Orson Welles, et dans le documentaire, on le voit bien. Je crois que tu avais une dernière recommandation en termes de documentaire aussi pour les férus de cinéma qui nous écouteraient. Oui, alors c'est plutôt pour les amateurs du Hollywood des années 80-90, donc là on n'est plus dans la même époque. Je recommande fortement la série documentaire The Movies That Made Us, voilà, qui est vraiment super. En fait, c'est un spin-off d'une autre série documentaire qui s'appelait The Toys That Made Us, donc qui était consacrée à des franchises de jouets. Et là, c'est 4 épisodes consacrés à 4 films cultes de cette période, donc Dirty Dancing, Piège de cristal, Maman j'ai raté l'avion et SOS Fantôme. Voilà, c'est des documentaires de 1 heure à peu près. Très rythmés, bien faits, remplis d'anecdotes. On apprend notamment que Dirty Dancing a été refusé à 42 reprises avant d'obtenir le feu vert des studios. Et puis par exemple, Ghostbusters a bien failli s'appeler Ghost Breakers, parce qu'il y avait une série télé qui s'appelait déjà Ghostbusters. Donc ils ont galéré pour récupérer les droits. Donc voilà, c'est plein d'anecdotes, ça se binge-watch très facilement, hein, franchement. Et puis c'est aussi un témoignage d'une époque où le cinéma grand public et le cinéma de divertissement avaient encore une part d'artisanat. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore le tout numérique, et notamment tout ce qui est effet visuel, on voit dans Piège de cristal, les cascades, les scènes d'action, et il y a encore un côté un peu artisanal, et ça c'est hyper touchant, je trouve, aujourd'hui, voir ça. Donc voilà, The Movies That Made Us, c'est vraiment super bien. Et d'ailleurs, la suite est sortie le 1er décembre, et cette fois c'est sur un genre un peu différent, ça s'appelle The Holiday Movies That Made Us, et comme le titre l'indique, ça parle cette fois des films de Noël, un genre qui pour le coup est bien de saison. Merci beaucoup Marc pour cette sélection qui nous donne envie de rêver en noir et blanc l'espace de quelques heures en regardant donc Manque, le film de David Fincher qui sort le 4 décembre, mais aussi les films De l'autre côté du vent et Curtis, et puis 2 documentaires, Ils m'aimeront quand je suis mort, consacrés à Orson Welles, et The Movie That Made Us sur les coulisses des films cultes. Place maintenant à notre invitée de la semaine. L'actrice Blandine Bellavoir vient de dire adieu à la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie et on la retrouvera en 2021 dans Une affaire française, la série de TF1 consacrée à l'affaire Grégory dans le rôle de Christine Villemain. Cette maman active nous parle d'une série qu'elle a dévorée sur Netflix et qui l'a touchée à plus d'un titre. Vous allez voir pourquoi. J'ai vu Working Mom, qui est une série canadienne cette année. Regardez cette série. Ah ouais, mais c'est merveilleux. Franchement, je me suis tapé des barres. Bon, ça commence par un groupe de paroles de nanas qui sont en train d'allaiter, elles viennent d'avoir toutes des enfants, et en fait, bon gré mal gré, elles vont devenir certaines copines, mais surtout ça montre plein d'options en fait possibles, c'est-à-dire qu'un enfant ça chamboule tout, la maternité chamboule tout, et être une femme de toute façon on est tout le temps chamboulé, on se pose tout le temps plein de questions, et rien n'est fixé en fait. Je trouvais que cette série Working Mom, qui est très drôle en plus, c'est ce qui est intéressant en plus, c'est que c'est une productrice, auteure, réalisatrice et comédienne. Donc ça donne aussi cette option de se dire bah ouais, on peut tout faire en fait. Voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup Marc pour ces recommandations qui nous donnent envie de plonger dans le cinéma d'Hollywood. De rien Laurence, et à bientôt. Et pour la semaine prochaine, alors là, toute autre ambiance, on passera du noir et blanc au multicolore et on enfilera nos chaussures de danse pour assister au bal de promo de Ryan Murphy. Alors révisez vite vos plus belles chorés et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Vous pouvez retrouver ce podcast en avant-première sur l'application AudioNow ainsi que sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, Google Podcasts, Castbox et Overcast.